va être bon. Donc bienvenue à Monavision pour la suite, dernière partie du live. Donc où là on va traiter de l'intelligence artificielle et de la culture, les tenants, aboutissants, l'impact que ça a. Donc merci à vous tous d'être avec nous depuis déjà un bon moment maintenant. Et là on va passer donc cette dernière heure et demie avec Martin. Martin, bonjour. Donc on va vous Bonjour. parler de l'apparition des nouvelles IA qui ont beaucoup changé la manière de créer, donc, notamment ChatGPT, Midjourney, DALL-E, beaucoup d'autres technologies que tout le monde connaît. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais. Un peu plus fort? Super, pardon. Et donc on va parler un peu de tout ça et vous allez aussi pouvoir participer sur le live. En effet, vous allez pouvoir partager vos créations sur le hashtag Monavision, donc soit sur Instagram, soit sur Twitter. Donc création par les IA, donc amusez-vous, utilisez Midjourney, la nouvelle de Bing, etc. Pour créer vos œuvres par IA, pour qu'on les regarde à la fin et qu'on donne un peu notre avis, qu'on regarde un peu si c'est réaliste, si ça pourrait passer réellement. Et donc je laisse Laura présenter les intervenants. Oui, alors bonjour tout le monde, bonjour Martin également. Du coup, afin de parler au mieux de ce sujet, donc on reçoit au total 3 intervenants, donc un en présentiel, une personne du coup qui est en distanciel, donc Naya Kombari, et on aura également Olivier Chartrand qui est bruiteur de film qui nous rejoindra par appel. Du coup, donc je vais désormais vous présenter, en cas d'erreur n'hésitez pas à me reprendre évidemment. Vous, Martin Colombet, vous êtes du coup photographe. Depuis actuellement 12 ans, vous collaborez avec Libération. En fait, donc on a trouvé justement on vous a trouvé du coup via un article de Libération dans lequel vous étiez avec Naya Kombari et au sein duquel vous avez exprimé un avis assez négatif au sujet des IA. Donc on reviendra vers vous juste après. Toujours dans le domaine de la photo, on reçoit donc aujourd'hui en distanciel Naya Kombari. Donc bonjour Naya, j'espère que vous nous recevez. Vous êtes également une réalisatrice et artiste pluridisciplinaire qui utilise plusieurs pratiques artistiques, notamment les intelligences artificielles, afin de réaliser du coup des images énigmatiques. On reviendra également vers vous juste après. Et nous aurons également du coup donc par appel téléphonique Olivier Chartrand qui est donc bruiteur de film et qui est également un professionnel qui enseigne du coup l'audiovisuel et la création, voilà, pour apprendre à ses élèves à mieux les maîtriser. Si celui-là, du coup. Hop. Ouais, super. Donc, pour un petit point sur l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, tout le monde connaît à peu près ce que c'est, mais pour faire un petit point, il s'agit actuellement d'un procédé automatisé reposant sur un algorithme capable de réaliser des tâches bien définies. Donc là, on va se concentrer surtout sur les intelligences artificielles de création artistique. Donc ça peut être de la création visuelle, sonore aussi, on va en parler. En d'autres termes, l'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de permettre à des ordinateurs de penser et agir. Le fait de la pensée de l'ordinateur, on va beaucoup revenir dessus, notamment sur la pensée créative, comme des êtres humains, ou en tout cas imiter la pensée humaine, et produire des données nombreuses et qualitatives. Donc, certains experts pensent que même que l'IA un jour pourrait dépasser la créativité humaine, ouvrant de nouvelles possibilités d'innovation dans le monde de l'art. Toutefois, il est important de se rappeler que si l'IA peut apporter une aide précieuse aux artistes, c'est en fin de compte aux créateurs humains qu'il revient de donner un sens et un contexte à l'art qui est produit. Donc on va parler notamment du fait qu'il y a la création par IA, purement IA, mais il y a aussi l'aide à la création par l'IA, etc. Tous les enjeux que ça comporte. Donc bien que l'utilisation de l'IA dans l'art soit encore relativement récente, il y a de nombreux artistes qui explorent toutes les possibilités de cette technologie et qui tentent de repousser les limites de repousser les limites et de créer des œuvres artistiques uniques. T'as une question, je crois. T'inquiète. Non, je peux la faire, t'inquiète. Du coup, alors vous, Naya, on souhaitait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à travailler justement avec l'intelligence artificielle. La curiosité, d'abord. Je m'étais inscrite déjà sur quand Dali, ils avaient un peu teasé le fait qu'ils allaient dévoiler un nouvel outil. Je m'étais déjà inscrite en liste d'attente pour En en fait, on ne avoir. vous entend pas Vous pour entendez? l'instant. On a un petit problème. Est-ce que vous pouvez recommencer On n'entend pas. Ok, bon,
Bah, bah du coup, allez-y, les internautes vous entendront, c'est pas grave. Puisqu'on pourra pas réagir nous, mais Ah, mais tout le monde pourra vous, pourra vous écouter. ok, donc je reprends. C'était la curiosité qui m'a poussée à utiliser cet outil. Donc je m'étais inscrite en liste d'attente. J'avais déjà été assez bluffée par les premiers essais de Dali. Et après, en fait, quand il y a eu, je me tiens souvent au courant en fait des nouvelles techniques d'image, de post-production, etc. Je regarde régulièrement des vidéos sur YouTube sur les nouvelles technologies. Et quand j'avais vu qu'il y avait l'outil Midjourney, j'ai tout de suite eu envie d'essayer. Et ça m'a fait une espèce de transe où je suis restée pendant 3 jours sur l'ordi à essayer toutes sortes de trucs et à essayer d'en faire quelque chose qui me plaise et qui ait du sens aussi pour moi. Mais comme j'ai toujours été intéressée par cette liaison entre le virtuel, le réel et le rapport entre les deux, ça faisait tout à fait sens pour moi d'aller vers cet outil, quoi. Du coup, si je précise, du coup, entre intervenants, vous pouvez également du coup interagir les uns avec les autres, il n'y a aucun souci à ça. Et évidemment, si vous voulez poser des questions à l'un de nos intervenants, vous pouvez également à travers le chat. Tu veux poser une question ? Et justement, donc l'IA, c'est arrivé dans ton processus créatif récemment, mais évidemment, parce que l'IA est assez récente. Et comment est-ce que, parce que tu faisais de l'art déjà avant d'utiliser l'IA, si je ne me trompe pas, voilà. Comment est-ce Oui. que l'IA, elle a fait évoluer ton processus artistique, pas seulement pour ce qu'elle a permis, mais vraiment de comment est-ce que tu penses tes créations avant, comment est-ce que ça a changé en fait ta manière de faire de l'art? Ça n'a pas totalement changé. On va dire que ça a accéléré des processus, des choses que j'avais en tête, que j'avais peut-être du mal à décrire ou à visualiser. Et en fait, là, les visions, elles sont beaucoup plus claires et rapides. Donc, ça a été un accélérateur pour ça. Après, moi, ça m'a aussi beaucoup troublée hein, au début. Hein. J'ai eu une sorte d'excitation, mais j'étais aussi extrêmement mal à l'aise, où je me disais, mais ok, ça va où et tout. Donc, mais il y a toujours ce besoin quand même de maîtriser un outil aussi pour savoir décoder ce que font les autres. C'est-à-dire que maintenant, une fausse image, j'arrive à très vite voir que c'est de l'AI parce que moi-même, je le pratique. Donc, c'était un peu une manière de me défendre aussi et de pas que ça parte pas que dans du n'importe quoi, on va dire. Mais ça a changé ouais, par rapport à la vitesse. Ça m'aide aussi dans de la préparation pour du film ou du clip. C'est une manière d'être très claire. Mais il y a aussi une dimension aléatoire que moi j'aime beaucoup, que je relie à une espèce d'intention où je laisse un peu les choses se faire et j'accepte ce qui m'est proposé aussi, quoi. Donc tu laisses un peu l'IA avoir aussi son intention, laisser un peu les erreurs, les choses que tu maîtrises pas trop, parce que forcément l'IA a des imperfections encore et on aura sans doute toujours. Donc il y a aussi ça comme question. Qu'est-ce que tu penses de l'intention artistique? Parce que je sais qu'il y en a certaines personnes qui trouvent ça au contraire handicapant d'avoir l'IA qui peut avoir des modifications de la vision. Oui, oui, ça peut être handicapant quand on a une vision, qu'on veut vraiment que ce soit comme ça. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, le hasard, ça a toujours existé dans la création. Et pour moi, c'est moteur et c'est accepté. Et des fois, il m'a fait des trucs que moi-même, j'aurais pas imaginé. J'étais en mode, waouh, merci. Et des fois, j'essaye de faire quelque chose et ça marche pas. Et donc, il faut gérer cette frustration de genre, ah, ça fonctionne pas, mais il y a d'autres trucs qui fonctionnent. Et en fait, du coup, ça pousse l'imaginaire tout le temps aussi, beaucoup. Mais j'ai une sensation, moi, presque moi, comme si je l'apprivoisais, que je devais l'éduquer, et que dans ses éducations, il fait aussi des erreurs que je trouve belles. C'est ça, c'est accepté, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, justement, lors de nos recherches, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle, elle inquiète aussi énormément dans le milieu de l'art. Et on avait justement vu un exemple en fait, d'un photographe qui, pour un prix, avait utilisé une IA sans le préciser. Du coup, c'est pour ça que Martin, on souhaitait savoir, est-ce que vous trouvez que l'on perd quelque chose lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans le processus créatif ? Euh, Pas forcément en fait. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Il y a plein d'outils, il y a plein d'IA différentes, il y a plein de façons de faire. Euh, et je pense que pour certains artistes, ça peut être intéressant d'utiliser ce médium pour explorer des choses qu'on ne peut pas faire en photo. C'est le cas de ton travail que tu avais fait, que j'avais vu un petit peu à l'occasion. Euh, je vais peut-être mal en parler, mais elle travaillait autour de sa mémoire, de ses origines, il me semble, et elle Oui, recréait c'est ça. des images qui n'existaient pas et qui n'étaient pas faisables en photo par définition. Donc je pense que dans des utilisations comme ça, par exemple, c'est intéressant, c'est quelque chose qui peut être exploré.
Après, il y a plein d'autres utilisations qui sont peut-être plus problématiques. C'était quoi la première question que je me souviens ? La question, non, c'était du coup, oui, par rapport à est-ce qu'on perd quelque chose lorsqu'on utilise justement les intelligences artificielles dans le processus créatif, hein, peu importe quel qu'il soit. À partir du moment où c'est la façon dont j'ai trouvé pour être un peu OK avec ça, je pense que tant qu'il y a un créateur derrière et qu'il y a un photographe qui va utiliser l'IA comme un outil, je pense que dans le domaine de l'art, je précise, je pense qu'il ne perd rien parce qu'il finalement il reste créateur de ses intentions, il reste maître de sa vision. Et je pense qu'on perd quelque chose si l'IA est utilisée pour finalement annuler l'être humain. En fait, si c'est quelqu'un qui n'est pas photographe ou qui va être simplement iconographe ou peut-être directeur artistique, qui va utiliser l'IA pour ne pas avoir à faire appel à des photographes. Là, par exemple, c'est une utilisation qui est plus problématique et pour le coup, oui, on perd quelque chose. Après, dans la philosophie de la création, en tant que photographe, personnellement, j'aurais tendance à penser que je perds quelque chose en utilisant l'IA, mais c'est qu'une vision qui est personnelle et qui est pas forcément vraie pour tout le monde. Personnellement, je préfère utiliser un appareil photo, la technique photographique, plutôt que la génération d'images par intelligence artificielle. Et c'est intéressant parce que tous les deux, vous avez un point de vue assez différent et pourtant, vous avez tous les deux cité quelque chose d'assez important pour vous. C'est le fait de pouvoir différencier entre une photographie qui a été retouchée ou même générée par IA et une qui a été réellement prise. C'est quoi, par exemple, dans la photographie journalistique qui peut faire que c'est très important de savoir si la photo a été prise, si la photo a été retouchée, si la photo a même été générée? Alors là, déjà, on atteint un stade où c'est déjà problématique, selon moi, si la photo est déjà produite par IA. Il faut savoir que l'IA n'est pas factuelle et qu'en journalisme, donc quand on fait des photos, on est là pour parler du réel. Et il y a un lien de confiance entre la personne qui va regarder ces images et le photographe. C'est-à-dire que la personne qui va regarder attend de voir la réalité, puisque c'est le rôle du journaliste de collecter les faits et de les apporter au public. Donc à partir du moment où il y a une modification, même une retouche, déjà, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire avec Photoshop, mais avec l'IA, on va plus vite et plus loin. À partir du moment où il y a une modification des images, il y a une rupture du contrat de confiance entre la personne qui regarde et le générateur de cette information, enfin le collecteur de cette information. Et dans le cas d'une création, c'est encore plus problématique puisque là, on parle de quelque chose qui n'est pas réel. Et on a vu par exemple, on peut imaginer tout un tas de manipulations. Donc on voit déjà des images qui ont été générées par intelligence artificielle sur les conflits, par exemple en ce moment à Gaza, que ça peut être en Ukraine. Donc personnellement, je pense que dans le domaine du photojournalisme, parce que le journalisme c'est un peu différent, mais du photojournalisme, l'IA doit être complètement bannie, complètement proscrite, parce que elle brise le lien de confiance en fait, qu'il y a entre les lecteurs. Et je pense que la presse, le photojournalisme, doit rester un espèce d'îlot de vérité dans un monde où il y a beaucoup de manipulations, beaucoup d'images tronquées, manipulées. Et donc les gens, quand ils regardent un travail d'un photojournaliste, ils doivent savoir qu'il n'y a pas de modification ou que cette image est véritable. C'est en effet, t'en parlais, le fait qu'on peut en soi faire la plupart des modifications qui sont faites par une IA via des logiciels comme par exemple Photoshop. Et est-ce que le problème de l'IA, c'est pas l'accessibilité que ça a donné à ce genre de technique? Parce qu'aujourd'hui, en journalisme, je sais qu'on est en une formation Infocom, du coup les questions du journalisme sont traitées dans une formation, et notamment l'essor du journalisme indépendant via les réseaux sociaux, etc., qui a explosé ces dernières années et qui prend une part énorme. Est-ce que oui, cette modification d'image, en plus dans un marché de l'information presque non régulé, ça ne crée pas encore plus une problématique où finalement les vraies images se font étouffer? Absolument. En fait, il faut savoir que c'était déjà possible de quasiment tout faire avec Photoshop. Simplement, ça demandait quand même des connaissances, un savoir-faire et du temps qu'aujourd'hui l'IA en fait réduit quasiment à zéro. Et il y a une nouvelle version de Photoshop qui est arrivée avec un ad en fait d'intelligence artificielle où on peut sélectionner des zones et faire des prompts et en fait Photoshop va automatiquement générer ce qu'on a envie de voir. Il faut savoir qu'avec cet outil, en moins de 5 minutes, on peut, même en 2 minutes, n'importe qui, un débutant, peut complètement transformer une image, soit un arrière-plan, soit
enlever des personnes, soit rajouter des flammes à une voiture. Enfin, on peut aller très très fort, très très loin et très très vite. Donc ça, c'est vrai que ça pose problème parce que avant, avec Photoshop, il y a des choses quand même que pour faire... Par exemple, si je prends une voiture et que je veux la faire brûler, avec Photoshop, il faut quand même être costaud pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde et surtout, ça va se voir un peu. Avec les IA, aujourd'hui, si tu veux faire une colonne de voiture en fumée, tu lui mets fais-moi une voiture de colonne en fumée qui brûle, et en fait, elle le fait en 30 secondes. Donc là, ouais, ça démultiplie la possibilité de fake, en fait. Et dans la même veine de questions, Naya, justement, là, Martin nous parlait du fait que c'est important de différencier entre images générées par IA et vraie photographie de la photo. C'est important pour toi, malgré l'utilisation de l'IA, qu'on soit capable de différencier, notamment peut-être, je sais que certaines personnes qui sont contre l'utilisation de l'IA dans l'art, pointe le fait de ne pas savoir le travail qui a été mis derrière. Alors toi, c'est très différent, tu modifies les images avec l'IA, donc il y a un travail fou derrière. Mais est-ce que toi aussi, par exemple, face à des créateurs qui, par exemple, n'utilisent totalement l'IA, où toute l'image est générée par ordinateur, ça pourrait te poser problème qu'ils aient qu'ils soient vus comme toi, par exemple, ou alors qu'il n'y ait pas de mention qui précise, tiens, cette image a été générée par IA. Oui, c'est sûr que pour moi, c'est quand même important de bien compartimenter. En tout cas, pour le photojournalisme, je suis complètement d'accord avec ça. Pour, on va dire, l'art, en général, c'est plus... la frontière, elle est encore plus fine, mais je pense que c'est bien de le dire. Après, je sais pas, ça peut aussi être le parti pris, quoi, de flouer le spectateur, de provoquer un doute. C'est aussi ça le propre de certaines courants d'art, c'est de faire poser des questions. Donc, en fait, il y a des fois où ça va être valide et bien de le dire, et d'autres fois non. J'ai du mal à émettre un jugement, on va dire, sur ça. C'est toujours ce que ça dépend, ce que l'artiste veut raconter. Et il y a des fois où on aura un sentiment d'arnaque et ce sera désagréable. Mais c'est peut-être ce qui est cherché à être provoqué. Donc c'est difficile de répondre à cette question de manière très précise. C'est juste, je pense que je vois bien, c'est un outil accessible, mais il y a beaucoup de gens qui font des choses que je trouve pas très intéressantes avec. Donc c'est qu'ils n'ont pas quelque chose d'intéressant à raconter aussi, ou c'est très premier degré, ou c'est pas, il n'y a pas genre de double sens et sur le médium et sur ce qui est représenté. Donc voilà, après ça c'est à chacun chacune de choisir son point de vue là-dessus. Pour moi, c'est super dur d'être si tranché. Mais oui, il faut le dire, en tout cas. Il faut que ce soit compartimenté. Moi, je trouverais ça désagréable qu'il y ait des fakes, enfin, des fausses photos dans un journal si c'est pas dit. En tout cas, c'est pour ça que moi, j'aime bien maîtriser cet outil parce que, par exemple, pour l'exemple que vous avez donné du photographe qui a remporté le concours, moi, quand je vois l'image, je vois tout de suite que c'est une photo en maille. Ça fait, enfin, j'ai vraiment très peu de doutes. Je me dis non, ça c'est de l'AI. Après, voilà, plus ça va avancer, plus ça va être dur de garder l'œil affûté, on va dire. Mais c'est important du coup d'être dessus pour se dire non, non, ça c'est de l'AI et je reconnais cette patte, quoi. Je peux Oui, rebondir à bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Il existe plusieurs logiciels, alors je ne les connais pas très bien, qui permettent de détecter l'IA dans certaines images. Et sur certaines photos de presse qui ont été passées à la moulinette, ces logiciels n'arrivaient pas à faire la différence entre des photos d'IA et des photos véritables. Il y a des photos véritables qui avaient été prises où le logiciel pensait que c'était de l'IA, parce qu'il y avait un côté très répétitif. Par exemple, il y avait un photographe qui avait fait une photo devant le Conseil constitutionnel où il y avait eu une manifestation et où il y avait des centaines de gendarmes devant en rang très bien alignés devant le Conseil constitutionnel, avec tous les mêmes casques, etc. Et ça avait fait penser au logiciel que c'était une image d'intelligence artificielle. Et il y a d'autres images qui ont été générées par l'intelligence artificielle où les logiciels pensaient que c'était des photographies humaines. Donc en fait, ça crée quand même un certain doute. Alors après, je pense que peut-être les logiciels sont finalement pas les plus habiles à détecter le vrai du faux dans ce domaine-là. Peut-être que quelqu'un qui maîtrise bien l'IA le verrait mieux. Mais en fait, ce qui est problématique, c'est que ça crée quand même un doute. Et à partir du moment où il y a un doute, il existe chez le spectateur de l'image. Et c'est là qu'après, on peut avoir une perte de confiance en fait, en ce qu'on voit et finalement dans la vérité des choses qu'on voit. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vais appeler donc, notre autre intervenant.
Olivier, vas-y si tu veux. Est-ce que j'ai une petite question à lui poser? Juste que ça sonne pas. Ça sonne pas. Alors dans ce cas, je vais rebondir pour une question le temps qu'on on arrive à contacter. Tu me dis non? Bon, je pose la question. C'était justement, on parlait des logiciels. Ah oui, est-ce que vous trouvez que, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait avoir un jour des logiciels qui repèrent de manière, hein, non, je peux continuer, qui repèrent de manière précise des images générées par l'IA, parce que l'IA devient de plus en plus réaliste, de plus en plus performante, plus réaliste même. Et c'est vrai que les logiciels de reconnaissance suivent pas trop. Est-ce que c'est réaliste de se dire on pourrait avoir ça Alors moi, je suis pas du tout un technicien dans ce domaine, donc j'aurais du mal à le dire simplement. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une initiative qui avait été prise pour que les générateurs d'images artificielles soient porteurs d'un tag numérique qui permettrait en fait à des gens qui utilisent des logiciels de détecter ce tag et de comprendre que donc c'est une image d'intelligence artificielle. Je pense que si les générateurs d'images artificielles n'intègrent pas des données internes, des métadonnées qui permettent de différencier ces fichiers, en fait, ça sera de plus en plus difficile de faire de faire la distinction entre le vrai et le faux. Mais peut-être que je me trompe sur ce domaine, mais Ouais, moi, je sais pas, j'imagine que oui. Hein, si, hein. Je pense que de toute façon, tout avance. À chaque fois, on se dit, ah bah tiens, bientôt on va pouvoir faire de la vidéo avec de l'IA, mais c'est déjà le cas. Donc en fait, c'est sûr qu'il y a les outils, ils vont toujours évoluer et s'adapter. Pour moi, après, ce sera peut-être même à l'intérieur des appareils photo qu'il y aura qu'il y aura un truc dans l'autre sens qui va se créer sur les vrais fichiers où il y aura une empreinte. Enfin, je sais pas trop, mais comment non plus. Mais je pense que pour moi, ça va venir. elles sont dans le dernier boîtier du Leica M11, donc qui est une marque d'appareil photo. Ils ont créé un nouveau fichier qui va porter un tag qui va devenir en fait comme une certification que le fichier n'a pas été modifié et qui vient d'un vrai appareil photo. Okay. Donc on voit que les acteurs du marché y réfléchissent en tout cas. Simplement, il faut comprendre que l'IA est un domaine qui évolue extrêmement vite. Je pense que l'année dernière, on n'aurait quasiment pas pu avoir cette discussion. En tout cas, il y a 1 an et demi, c'est sûr. Parce que on voit que ces derniers mois, elle a fait des progrès énormes. Et elle progresse de plus en plus vite. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de faire des lois, parce qu'il y a un temps pour la loi qui est long. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que sera l'IA dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Et donc, il y a une difficulté pour les législateurs, pour le moment, à faire quelque chose d'efficace. On avait une question dans le chat, justement. Je pense qu'elle est pour toi, Martin. C'était pensez-vous que l'IA remplacera un jour le métier de photographe ? Alors en soi, non, c'est pas que pour toi, Martin, parce que j'ai cru que c'était photographe journaliste. Non, mais est-ce que pour vous, ça pourrait remplacer carrément le métier de photographe ? Donc journaliste, Martin, tu nous as dit que ce serait possible, mais ce serait pas souhaitable. Et Naya, est-ce que pour toi, c'est possible qu'on ait un monde où la photographie artistique soit totalement remplacée par de l'IA ? Moi, j'ai du mal à l'imaginer, ne serait-ce que pour le plaisir de faire et d'être avec des vraies personnes sur un set, d'avoir des matières. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à générer ces images, mais j'ai senti aussi que le terrain me manquait énormément et qu'être seule devant un ordinateur, c'est pas forcément ce que je souhaite, en tout cas en permanence dans ma pratique. Donc, je suis tout de suite partie faire un documentaire en Guyane. Photo tout de suite après et je me suis dit c'est incomparable quand même de l'expérience de rencontrer des gens, de raconter leurs histoires que de faire des choses imaginaires derrière un ordinateur, c'est pas du tout pareil. Donc pour moi ça peut pas disparaître rien qu'à cause de ça quoi. Il a quand même affaire au réel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas remplacer quand on est photographe. Avec l'IA, le photographe, il est témoin du réel. Mais par exemple, dans des métiers comme illustrateur, ou les métiers vraiment qui viennent de la pensée et du geste créatif sans directement un lien avec le réel, là, on peut penser que ça sera plus difficile pour eux. Mais je ne pense pas que de toute façon, ces métiers-là soient remplacés à 100%.
parce que, mais par contre, marginaliser, c'est possible. Qu'ils aient plus d'espace commercial, c'est possible aussi. Que ça soit vraiment... peut-être que ces métiers vont se transformer finalement en passion, mais qui vont disparaître d'un point de vue commercial. Mais pour le moment, c'est un peu difficile à dire. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront faire la photo, et même je pense que il y a un regain d'intérêt en ce moment pour la photographie analogique, pour tout ce qui est analogique, parce que je pense justement que les gens, et notamment les jeunes générations, bizarrement, sont un peu fatigués aussi de ça, de ce manque de matérialité, ce manque de réel, et que finalement, quelque chose qui est tangible dans la matière attire aussi beaucoup les jeunes, et je pense que en ça, ça ne va pas disparaître. Ah, attendez. On a réussi à avoir Olivier. Attends 2 secondes. Désolée, donc c'est parce qu'on avait donc une question pour vous, enfin plutôt une... Laura, mets en haut-parleur peut-être. Oui, en fait, donc on a vu que justement Stephen Hawking, théoricien de la fin du XXe siècle, avait d'ailleurs dit que la création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais pourrait aussi être le dernier. Et il s'agit donc d'un gros débat à l'heure actuelle, et en fait, on aurait aimé savoir ce que vous en pensez, Olivier. Oh, Stephen Hawking, voilà, je ne peux pas rivaliser. Cependant, je ne suis pas sûr que ce soit la plus grande invention de l'humanité. Cette intelligence artificielle, qui je crois porte bien son nom, elle est peut-être un peu intelligente parce qu'elle est insufflée et elle prend vie grâce à l'homme. Et elle est artificielle parce qu'évidemment, elle n'est pas créative. Elle synthétise des algorithmes, elle extrapole, elle multiplie les possibilités, mais elle n'est pas créative. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo. J'avais préparé des petits objets pour vous montrer des créativités humaines inaccessibles à l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît actuellement. Mais bon, c'est pas grave. Quand un enfant fait un château de sable sur la plage, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle arrive à faire ce qu'il fait lui, c'est-à-dire d'improviser. Par exemple, vous voyez, et en termes de créativité, je suis pas sûr que voilà. Par contre, qu'on lui délègue des automatismes, on le fait déjà, et pourquoi pas quoi. Ça, moi, j'ai rien contre. Je crois pas que ça soit un bouleversement si important que ça pour l'humanité. Par exemple, ce qui me vient en tête, c'est par exemple l'arrivée du savon dans l'humanité. L'expérience de vie a augmenté de 20 ans, au moins. Et donc, voilà, ça, par exemple, c'est un bouleversement qui, à mon avis, compte beaucoup dans le décor historique, hein, plutôt que l'automatisation des choses et finalement la robotisation de l'intelligence. D'accord, Voilà. non mais merci beaucoup Pardon, pour... j'ai fait une grande réponse, pardon. non, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Merci beaucoup. On vous rappellera sûrement après parce qu'on aura d'autres questions. Je laisse mon CV, vous me rappellerez. D'ailleurs, Olivier, si vous avez des réactions, je ne sais pas si vous avez vu... Pardon. Attends, j'ai un camarade qui... Oui, une question de mon camarade. Et je ne sais pas si vous avez pu regarder le début du live et les réactions, etc. Mais est-ce que vous avez des réactions, par exemple, à ce qui a été dit jusque-là ? Alors malheureusement, j'ai pas pu me connecter à la plateforme que vous m'avez donnée, ça marchait pas, donc j'ai pas vu. Éventuellement, si à la fin il y a un replay, je serais intéressé de le regarder. Alors, ça tombe bien que vous en parlez. En effet, tout le live sera disponible en replay et tout le monde pourra regarder le live, les différentes parties, etc. Si vous avez raté des moments, si vous ne pouvez pas forcément rester pendant toute la durée du live. Et c'est intéressant ce qu'a dit Olivier. Je voulais avoir la réaction notamment de Naya sur la question sur le fait que l'IA n'a pas de créativité, sur le fait que l'IA ne fait que reproduire des automatismes. En tant que personne qui a beaucoup travaillé avec l'IA dans la création, est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que pardon, non c'est bon. Ou est-ce que tu as trouvé une forme de créativité dans l'IA ? Ah non, moi je l'ai trouvée très créative, l'IA. Du coup, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que... Après, voilà, ça dépend de la définition de créativité, mais je trouve que dans le hasard des propositions, il y a de la créativité, c'est sûr. C'est pas intentionnel, mais ça fait le même effet. Et donc, voilà, là, je suis pas d'accord là-dessus. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ce que peut faire l'IA, c'est assez troublant. Il y a beaucoup de comptes Instagram, etc., où on voit les générations, et en fait, on se rend compte que ce que peut faire l'IA, bien sûr, guider, ça peut être très très beau. C'est en ça aussi que c'est inquiétant, parce qu'en fait,
on se sent vraiment challengé et on se sent limite dépassé dans certains domaines. Parce que quand on pense, il y a toujours des biais, il y a toujours des limitations, il y a toujours des choses qui vont faire qu'on ne va pas penser à telle chose. Et en fait, l'IA, elle a une capacité de synthétisation, de mise en connexion des informations qu'elle a, qui fait qu'elle est capable de faire des choses vraiment très surprenantes. J'avais un compte Instagram là, qui s'appelle aidesign.png. C'est un artiste qui utilise l'IA dans le domaine du design, de l'architecture et de la mode. Je vous invite à aller voir le compte Instagram, c'est ai.design.png ou aidesign.png. Et il y a des choses qui sont vraiment fabuleuses. Il y a des sièges, des fauteuils, des manteaux, des choses. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, c'est des images, mais il n'y a pas que le photographe qui est évidemment, entre guillemets, menacé par cette intelligence. Il y a aussi tous les métiers qu'il y a derrière. Le créateur, celui qui fait les vêtements, l'architecte, le coiffeur, le maquilleur, le designer d'espace, c'est le set designer, c'est pareil. Mais il y a quand même beaucoup de métiers. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui on voulait réduire ça, ce serait si par exemple une agence de com, de pub décidait de faire des visuels avec l'IA, ce qu'on commence à voir déjà, on se rend compte que ça permet facilement de très rapidement supprimer une dizaine de métiers, mais par extension, bien plus en fait. Mais oui, l'IA est très créative malheureusement, enfin pour moi. Ah voilà. Justement, on a beaucoup parlé de la créativité de l'IA et aussi de à quel point elle devenait performante et dure de réussir à discerner l'IA du réel. On a justement préparé un petit quiz, un petit jeu, un peu pour... Ça fait un moment que le live est en cours, donc on essaye de faire participer un peu les gens dans le chat, où on a demandé à une IA de générer 3 œuvres en imitant le style d'un artiste. Et du coup, on a mis une vraie œuvre de l'artiste au milieu. Et on va essayer de voir si les gens dans le chat arrivent à différencier. Est-ce que d'ailleurs Madame Padelou veut venir? Parce que Madame Padelou est professeure, a une formation en histoire de l'art et du coup, non? Si, très bien. Parce que justement, on s'est dit que vous qui avez une formation en histoire de l'art, vous pourrez peut-être pointer du doigt un peu les éléments où vous dites, bon, ça, c'est pas très réaliste, etc. Et je rends mon diplôme si... Super. Alors, donc pour les premières images, voilà, on va être sur des images générées en imitant le style de Monet. Donc, je ne sais pas si on peut les mettre en plus grand, peut-être. Ou alors c'est un challenge en plus. On les met en 180p. Exactement. On met toutes les images en 180p et on voit qui y arrive. Je pense qu'on va rester sur cette dimension. On va rester sur ça. Est-ce qu'on peut inverser peut-être la source et mettre l'image en grand et nous en petit? Ah, super. Bon, on ne nous voit plus, mais on va y voir. Donc, on a la première image. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut que je me souvienne laquelle est la vraie. Bon courage. Ouais. Tenez, si vous voulez le micro. Donc, il y en a une. Ok. Il y en a combien en tout? Il y en a 4. Il n'y en a qu'une seule de fausse? Une seule fausse. Non, une seule vraie. Pardon. Ah, une seule vraie? Moi, je pense que c'est la première qui est vraie. Ouais. Moi, je pense que c'est la première. Alors je suis très fier que ça pose problème parce que ma grande peur, ça a été que tout le monde me regarde et me dise mais enfin c'est évident, c'est évidemment
Celle-ci, je vais pas dire un nom parce que je sens que je vais me griller sans faire exprès. Du coup, surtout sur le chat, n'hésitez pas à dire pour vous laquelle est la vraie. Et on en fera d'autres après, évidemment. Donc, dernière tentative, c'est... Ouais, la première, effectivement, je pense. C'est en effet la première qui est la vraie. C'est un Monet. Donc c'est bon. Celle-ci est réussie. Maintenant, on va passer à la suivante. Je crois que les prochaines, c'est celle par Albrecht Dürer. Donc, ça va être des imitations de gravure. Ah. Ouais, Monet, c'est le plus connu des trois. On a essayé de prendre des œuvres où on ne pouvait pas tomber non plus sur un artiste que tout le monde connaît. On n'allait pas mettre la Mona Lisa en plein milieu. Ça va être un peu facile. Ah oui, là c'est par Jan van Bersk. J'ai peur de charcuter le nom, mais c'est quelque chose comme ça. Un Danois, si je dis pas de bêtises. Celle-là, elle est perturbante, la dernière, parce qu'il y a des aspérités. Non, celle-là, je pense pas, non. Celle-là, elle pourrait tout à fait être IA. Et elle fait très 18e au final. Celle-là, ce qui me gêne, c'est la différence de vernis, comme si le vernis jaune des nuages n'avait pas atteint le blanc les autres blancs. C'est ça qui me perturbe, comme s'il y avait une sorte de détérioration par le vernis. Il y a un truc qui me gêne entre l'arrière-plan et le personnage. Trop clean par rapport au reste. Celle-là, elle est clean aussi, dis donc. Celle-là est cohérente, ouais, je suis d'accord. Toujours pareil, il n'y en a qu'une seule de fausse. De vraie. De vrai. Et la dernière? Celle-là, celle-là, elle est. C'est le fait que ce soit abîmé derrière, l'arrière-plan. J'hésite entre la troisième et celle-là. Ah là là. Je peux revoir juste celle d'avant? Ce qui est fou, c'est que les mains sont bien sur toutes. C'est très surprenant. À part peut-être. C'est difficile à dire. Alors perso, j'ai envie de viser sur la dernière, je sais pas pourquoi. Elle me parle plus. Mais je comprends la troisième grosse hésitation. Eh bien, vous avez bon, c'est la quatrième qui est la seule vraie. Mais en effet, on était... alors Martin, tu t'as pointé du doigt un truc où on était vraiment très choqués. C'est les mains. Très souvent, on voyait les IA qui se rataient sur les mains. Je ne sais pas si on peut afficher... Oui, si on peut afficher le luth. Mais j'étais très impressionné pour le luth parce que vraiment, les mains sont très cohérentes. Alors que même... voilà, là, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment... Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de doigt en plus, il n'y a pas une phalange qui a sauté. Celle-là, elle est belle. Oui. Mais la dernière phalange, elle est bizarre quand même. Moi, je trouve ce qui aide pour la dernière, c'est qu'il y a de la nudité en fait. Et l'IA ne fait pas normalement de nudité. Donc, il aurait bloqué pour la création. Ouais. Là, il y a une femme. Et Le sujet un petit peu... Ouais. Le sujet est trop étrange. Étrange et le corps nu là, il aurait pu l'accepter par erreur, mais en général, il y va pas trop quoi. Et il y a beaucoup de personnages. C'est quoi? C'est un peintre du 17e, non? Je connais pas le peintre en lui-même. Mais en tout cas, ça me fait penser à cette peinture 17e où on essaie de peindre des personnes du quotidien et qui ont ce côté un petit peu... je dirais pas malade, mais en fait, on sent des gens qui ont vécu. Les autres font très propre, alors que là, on est clairement dans de la peinture de l'Est qui essaie de montrer des choses. Et le sujet, il est tellement, effectivement, comme disait Naya, un côté un peu, mais d'où ça vient ça? Parce que nous, il y a un éloignement. Et c'est des sujets que eux, ils se transmettaient comme ça, comme des blagues, comme des chansons populaires ou autres, des petites anecdotes. C'est comme si on mettait en peinture les blagues carambars parfois. Et ça me fait penser à ça, à du Bosch,
Hieronymus Bosch, plus tard. Donc c'est pour ça, moi, c'est ça qui m'a frappé, ouais. Alors, petit point culture, donc c'est Jan van Bijlert, donc peintre néerlandais du XVIIe siècle en effet. Et pour cette peinture-là, la personne nue représentée que tient la femme en riant, c'est elle-même. Non, c'est elle-même. C'est elle-même qui s'est fait peindre nue et qui après on lui a donné le résultat et elle s'est fait peindre en réaction au résultat. C'est littéralement un react en live avec un peintre. Exactement. Et donc là, je m'étais trompé tout à l'heure. Là, on va avoir Albrecht Dürer, le dernier. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mais il y a un doute. Vous reconnaissez. Évidemment, sur le chat, comme toujours, n'oubliez pas de dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Pour vous, quelle est la bonne image? Donc là, gravure de Albrecht Dürer, un Allemand qui faisait beaucoup de gravures bibliques, etc. Donc ce sera surtout des figures bibliques. Ça pourrait être très dur. Ça fait très rembrandt. Et le noir, le traitement noir est trop impec. Ça, j'y crois pas Je suis du tout. d'accord. Derrière, on voit, mais devant, c'est trop net, je trouve, là, devant le personnage. Ça, c'est une tentation de Saint-Jérôme, un truc comme ça, j'imagine. C'est vrai? Oui. Yes. Ça fait trop espagnol, les personnages. Ouais. Les personnages, ça fait Goya en plus. Il travaille pas comme ça. Là, il y a Dürer travaille pas comme ça. Là, il y a une perspective des bâtiments. Ça fait plus à la rigueur, comment il s'appelle Pour moi, ça ferait plus du Gustave Doré. Une interprétation 19e-iste. Je miserais sur la première, moi. Celle-là. Ouais, ça c'est ouais. Et je miserais sur le sujet, le traitement, le travail des corps. Moi, c'est celle-là. Bon, c'est un sans faute. L'IA ne bat pas l'histoire de l'art, pas aujourd'hui en tout cas. Mais vous gardez votre diplôme, c'est bon. Vous pouvez repartir avec. Mais vous voyez qu'il y a une hésitation. C'est jamais évident directement. L'un des trucs qui a été le plus dur à représenter avec les IA, ça a été les imperfections du temps. C'est-à-dire que sur la deuxième, l'usure, etc., on a vraiment essayé en plus de vouloir donner un aspect réaliste en demandant par exemple qu'on voit les traits de pinceau, qu'il y ait de l'imperfection, mais l'IA a beaucoup de mal avec ça. En fait, elle réussit très bien à déceler des éléments, c'est-à-dire on lui dit quoi représenter, elle y arrive très bien à comprendre ce qu'on lui veut, mais par contre sur des détails et de la matière, elle avait beaucoup plus de mal, par exemple. Mais on est content que ça ait plutôt bien marché, mine de rien. Je vais essayer de rappeler Olivier du coup parce que j'ai une question encore à lui. Donc en attendant, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit quiz, Martin, Neya? Moi, je trouve que c'était assez pas facile, mais assez évident quand même. Au final, c'est trop magnifié. Il y a un truc qui vibre pas, quoi. On le sent un peu, je trouve. Dans la composition, ça se voyait. Sur les autres, bon, moi je connais moins en gravure, je suis pas du tout spécialiste en histoire de l'art, donc c'était plus dur pour moi sur la gravure, je me suis retrouvé à la France. Mais quand même, c'est pas mal. Il y a quand même un truc. Après, quand on est spécialiste, on arrive à voir le. Mais pour Monsieur Tout le Monde. Bah, moi, je pense vraiment certaines, par exemple, Dürer. Moi, je sais que j'aime beaucoup ses créations. Mais si on m'avait mis une de celles générées par IA dans un musée et qu'on m'avait dit c'est un Dürer, moi je n'ai pas de diplôme d'histoire de l'art, je me serais fait avoir totalement. Pareil pour Jan van Beers, je suis désolé, je sabote son nom, mais je ne parle pas néerlandais. Et c'est vraiment surprenant. Moi, le joueur de lutte, j'aurais pu y croire. Hein. Ouais, puis on voit que là, sur les mains, par exemple, ce qui était quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire il y a encore 6 mois, 1 an, là, les mains, c'était bien fait. Après, il y en avait pas où on voyait les dents, parce qu'en peinture, on voit rarement les dents. Mais bon, en photo, par exemple, ça, c'est flag, le nombre de dents, on arrive assez vite à le voir. Et par exemple, parce qu'on a essayé d'autres artistes à générer, etc., là, on a gardé que ceux qui étaient le plus réalistes, évidemment. Il y a eu
Ça a pris du temps, mine de rien. Il y a eu beaucoup de générations qui n'étaient pas du tout crédibles, etc. On devait affiner. Mais par exemple, un artiste qu'on a essayé qui était extrêmement dur à générer, au final, on a dû abandonner, c'était Salvador Dali. Parce que Salvador Dali, au-delà du style, c'est vraiment ses compositions, etc. Quand ça sort vraiment et que ça a un style tellement particulier, bah, les créations faisaient très faux beaucoup plus facilement. Ouais, vraiment. Merci. Du coup, pour revenir donc, aux IA avec l'art, un autre problème évoqué est que les données donc en gros, qui nourrissent les logiciels d'intelligence sont issues d'idées reçues et que l'IA s'infiltre dans tous les recoins du cinéma, menaçant même les doubleurs. Et en effet, du coup, durant nos recherches, on a vu que les voix de synthèse commencent déjà à remplacer celles des doubleurs, redonnant vie à des personnages emblématiques grâce à des algorithmes capables de recréer n'importe quelle voix. Donc on a vu ça avec un exemple en fait pour une série avec Dark Vador, où en fait, étant donné que celui qui faisait la voix Dark Vador est actuellement à la retraite, avec son accord, il y a du coup une entreprise ukrainienne qui en fait refait la même voix et, pour justement la série. Et c'est pour ça que du coup Martin souhaitait savoir, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir des règles mises en place par rapport justement aux IA dans l'art en général, pour éviter... de quoi ? Oui, sur les voix surtout, mais même... oui, pour ça qu'on a déjà la Alors justement, réponse. il y a une application de l'IA qui est sortie, qui est assez intéressante, qui permet d'en fait faire des traductions en changeant le mouvement labial et en imitant la voix de l'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend n'importe qui, on le passe à la moulinette de ce logiciel, dont je n'ai pas le nom là, et l'app va changer le mouvement des lèvres, traduire automatiquement et en gardant la voix de l'auteur. Donc en cinéma, le doubleur cinéma, ça pose des gros problèmes aussi, puisque demain, on pourra avoir des films en français de Brad Pitt, mais avec la voix de Brad Pitt et avec les lèvres qui bougent. Donc je ne vois pas comment ce métier va pouvoir résister longtemps à ça, s'il est utilisé dans l'industrie. Après, au niveau de la réglementation, c'est très compliqué, parce que l'IA va très très vite, elle va plus vite que les législateurs. Et donc, il y a de grandes chances que si on fasse des lois aujourd'hui, elles soient déjà caduques demain. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'il y a certains domaines où oui, on doit dire là, on ne l'utilise pas. Après, c'est aussi à la société civile de réagir. Il y a eu une longue grève, par exemple, là, à Hollywood, où les scénaristes ont fait grève pour justement qu'il y ait des applications qui soient limitées. Après, je ne sais pas si c'est le rôle de la loi ou de législateur de faire ça, dans le sens où c'est quand même très compliqué pour les législateurs de comprendre les dynamiques de chaque métier. Quand ils font des lois, souvent ils tapent un petit peu à côté, ils ne comprennent pas, souvent c'est trop lent. Donc je pense que ça va plus passer par des réactions des gens en faisant des grèves, en disant voilà, nous on refuse de travailler comme ça, on va se syndiquer. Là, je pense que c'est un peu plus réaliste déjà. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Pareil, le chat, évidemment, si vous voulez répondre à ces questions, n'hésitez pas. Et aussi, je fais un petit rappel par rapport au hashtag Monavision, dont on vous a parlé du coup en début de vidéo. Surtout, c'est toujours d'actualité. Donc, si vous voulez poster du coup quelque chose que vous avez créé avec une intelligence artificielle, c'est toujours possible avec le hashtag Monavision. Si vous voulez compléter notre collection d'Albrecht Dürer, n'hésitez pas. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Faites attention à la profondeur. C'est ça qui nous a eu pour la profondeur. Notez la profondeur. Mais du coup, en effet, tu parlais du fait que les législateurs étaient en retard. Pour toi, il n'y a pas de possibilité que des lois soient mises en place à l'international vis-à-vis de la régulation de l'IA. Vis-à-vis de la régulation de l'IA, ça doit passer plutôt par de la lutte sociale vis-à-vis des entreprises ? Au niveau mondial, c'est totalement impossible, puisqu'il y a des intérêts contradictoires. Si vous prenez un cinéma américain qui va être mis en concurrence avec un autre cinéma, en fait, si vous faites des lois, c'est comme tout, si vous faites des lois locales, vous allez interdire ça chez vous, et puis c'est les voisins qui vont le faire et ils vont prendre de l'avance. Donc en fait, il y a tout ça aussi. Quand on peut faire des parallèles dans l'histoire avec toutes les inventions qu'il y a eu, notamment par exemple l'imprimerie, qui était une révolution qui avait énormément chamboulé les sociétés, parce que d'un coup, elle permettait de diffuser le savoir et de rendre accessible à beaucoup de monde. Et les sociétés, elles ont réagi différemment à travers le monde. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais entendu. Il faudrait voir si c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais ce que j'avais entendu, c'est que dans le monde arabe, ils avaient plutôt été heurtés par cette création, et que, alors qu'elles étaient en avance
un peu avant le Moyen-Âge, en fait, elles ont interdit l'imprimerie, en tout cas la diffusion des livres, et que finalement, en Occident, qui était plutôt en retard au Moyen-Âge, l'imprimerie avait été un grand booster en fait, des idées et avait donné après la Renaissance, le siècle des Lumières, etc. et toute la diffusion des idées dans le monde, enfin dans le monde occidental en tout cas, et que la question c'est de savoir comment on réagit en fait à une nouveauté. Et je pense que l'interdiction, il y a quelque chose de rétrograde là-dedans, parce que finalement, c'est un peu abandonner l'idée de dominer cette technologie. L'idée, je pense, c'est plutôt de collectivement savoir ce qu'on a envie de faire en tant qu'humain aussi, d'être capable de la reléguer en tant qu'outil et de ne pas déléguer nos imaginaires, nos capacités, nos savoirs à l'intelligence artificielle parce qu'elle va être capable de le faire très rapidement. Et finalement, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'être en tant qu'humain? Est-ce qu'on a envie de continuer à se lever tous les matins, d'apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouveaux savoirs, faire de nouvelles choses? Ou est-ce que finalement, on va devenir un peu des êtres assistés? En fait, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu ce que la robotique ou l'industrie a été finalement au travail manuel. Il y a beaucoup de métiers manuels qui ont disparu, dont ça a dévasté beaucoup de métiers manuels. Mais finalement, ça a dégagé du temps libre et les humains, pour autant, ils n'ont pas arrêté d'avoir de l'activité physique, même si avant, par exemple, ils travaillaient, ils étaient au champ. Et aujourd'hui, en fait, ça a dégagé du temps et les gens font du sport, quelque chose qui n'existait pas en fait avant. Et on peut imaginer que l'intelligence artificielle, elle va dégager du temps sur les choses qu'on n'a pas envie de faire dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine du savoir. Mais finalement, les gens vont continuer, parce que c'est humain, c'est comme ça, on a envie de se documenter, on a envie d'être une meilleure personne, et les gens vont avoir des hobbies finalement intellectuels. Donc si c'est quelque chose qui nous dégage du temps sur des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, sur des automatisations qui sont pénibles, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut comprendre que ça va bouleverser en profondeur la société, parce que ça va réduire quand même grandement la quantité de travail, et qu'il y aura des questions à se poser sur comment on va permettre aux gens de gagner leur vie, comment on va permettre aux gens d'occuper leur temps. Et ça va nécessairement apporter des bouleversements profonds dans l'organisation de la société par rapport au travail, par rapport à l'éducation, parce que l'éducation, on va quand même à l'école aussi pour apprendre un métier, pour travailler. Donc il va y avoir des choses à faire, notamment en législation, pour comment on remplace le travail perdu, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Donc la question du salaire universel, des aides, des remplacements, donc ça va soulever beaucoup de questions. Et justement, on parlait de tous ces bouleversements, et justement, Naya, je vais te demander, dans les réactions d'artistes et du monde de l'art à l'IA, on a vu vraiment deux visions très polarisées, avec d'un côté une vision selon laquelle le fait de se sortir du besoin de savoir-faire faisait perdre quelque chose à l'artiste et faisait en sorte que l'œuvre avait moins de valeur, que c'était presque de la triche entre guillemets, et que le savoir-faire enlever ce besoin de savoir-faire, enlever quelque chose à l'art. Et on a eu aussi l'autre point de vue, savoir que s'affranchir du savoir-faire, ça permettait de donner l'accès à l'art, à la création artistique en tout cas, à beaucoup plus de personnes, que ça permettait vraiment de le rendre pas plus simple, mais plus accessible vraiment. Et je veux savoir ce que tu en pensais vis-à-vis de ça, de cette séparation entre les deux idées. Je trouve que ça, pour moi, il y avait quelque chose d'assez positif où ça allait aussi remettre en avant peut-être des choses qu'on avait normalisées sur du savoir-faire ou sur de l'artisanat, où on va entrer encore plus dans une fascination sur les gens qui savent faire aussi. Du coup, c'est bien. Peut-être que pour moi, les deux vont exister. Je pense qu'on aimera des choses produites, on va dire, par les deux manières de faire. Et c'est toujours la même chose de qu'est-ce qu'on raconte. Après, évidemment, y a des choses qui sont imprégnées de temps, de matière. Et si on est sensible à ça, on y restera sensible. Et ça fera la beauté de la production ou sa vibration. Donc je pense que les deux vont exister. Ça va. Voilà, moi je suis autant fan de choses créées de manière digitale que des choses artisanales, faites avec rien, avec un savoir-faire. J'aime les deux, en fait. C'est ça qui est. Je trouve qu'il ne faut pas choisir. Ça, je trouve que... C'est vrai qu'en plus, avec la démocratisation de l'art via
l'avènement de l'IA, on peut aussi avoir une multiplication des points de vue artistiques et des idées artistiques à des gens, par exemple, qui n'auraient pas eu accès à la création artistique par manque de temps, parce que comme tu le disais, Martin, le savoir-faire, c'est du temps. Tu parlais du fait que ça nous dégageait énormément de temps. Bah, c'est vrai que peut-être que pour ces personnes-là qui n'avaient pas le temps d'acquérir le savoir-faire, des gens, par exemple, qui ne sont pas allés dans des études artistiques, qui ne vont pas être influencés par ce milieu, on va peut-être avoir une résurgence de nouvelles visions, justement, via l'IA. De toute façon, dans le domaine de l'art, le plus important, c'est l'idée. Ça n'a jamais été la technique. C'est toujours finalement qu'est-ce qu'ont voulu dire les artistes, comment ils ont mis en place leurs idées, qu'est-ce qu'ils ont créé de nouveau. Et finalement, les techniques sont un moyen de parler des idées. Mais ça fait longtemps que dans le milieu de l'art, l'abandon de la technique a eu lieu en fait. Si on regarde l'art moderne ou l'art contemporain, si on compare à un peintre du XVIIe siècle ou du XVIIIe, on se rend compte qu'il y a quand même une grande réduction technique. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Et aujourd'hui, en fait, après, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste dans le domaine de l'art, mais c'est d'abord l'idée, c'est d'abord qu'est-ce qu'on a à dire. Si on n'a rien à dire, avec ou sans technique, ça ne change rien. C'est sûr. Donc en fait, en résumé, de ce qu'on comprend, c'est un peu à nous de décider comment on veut utiliser ces outils et de quelle manière on veut justement façonner la création. Donc en fait, l'utilisation des IA, ça élargirait les possibilités créatives, comme on l'a vu avec justement le travail de Naya, et introduisant du coup de nouvelles perspectives. Ça pourrait donc conduire à une diversification des sources de création, avec une plus grande variété de styles, de genres et de formes artistiques disponibles pour la consommation. Et donc en fait, comme on a pu le voir grâce aux témoignages de nos intervenants, certains considèrent que ça peut être un outil puissant, tandis que d'autres s'inquiètent aussi un petit peu par rapport à la perte de l'aspect humain également, et dans des métiers comme justement la photo. Donc en fait, je pense que le challenge, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ces nouveaux modes d'interaction artistique et les notions du coup plus traditionnelles de l'art. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter des choses par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si Naya, tu veux dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué, je pense qu'il est tout à fait possible que je sois une des premières à me lasser aussi de ce médium. Et j'ai aussi un regain d'intérêt, que j'ai depuis plusieurs années, mais par exemple, je me dis, dans le théâtre, par exemple, on ne peut pas remplacer dans le spectacle vivant ou dans la performance. On peut s'appuyer, ça peut venir aussi nourrir, mais là, on est face à du réel total, à de l'humain. Il y a peut-être d'autres domaines comme ça aussi qui vont regagner en popularité parce que ça sera genre pas possible. On sera là genre ah ben non mais là il n'y a pas d'IA donc ça fait du bien et je comprendrai cette radicalité aussi parce que moi aussi je la ressens parfois. Aujourd'hui, le sujet majeur, c'est comment en fait on continue à avoir un écosystème qui permet de faire vivre aussi les artistes, parce qu'on sait très bien que les artistes ne vivent pas souvent de leur art premier, mais finalement d'un art appliqué qui vont vendre leur savoir-faire en fait à des sociétés pour faire des créations. Donc ça fait vivre beaucoup de monde. Et comment demain on permet à ces gens de continuer à avoir un métier, un travail. Ça, c'est le grand jeu de demain. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore en train d'étudier des domaines qui vont être remplacés d'ici 2 ans par l'IA. Je pense que c'est à la société civile au global de penser à ça, notamment aux acteurs, tous les entreprises qui font travailler au quotidien des graphistes, des photographes, des vidéastes, des retoucheurs, que sais-je, d'avoir une responsabilité et de dire nous, on va employer des vrais gens, en fait. Voilà. Mais c'est compliqué parce que quand l'économie va bien, tout le monde a des bonnes idées, mais le jour où vous commencez à avoir un peu des problèmes de budget, le banquier il arrive, il dit mais attendez là, il y a combien de métiers qu'on peut remplacer? C'est ça le problème, c'est que pour le moment, tout le monde a continué envie de faire travailler des gens parce que dans les acheteurs d'art, les gens qui travaillent dans la communication, ils ont envie de travailler avec des artistes parce que leur métier aussi, en fait, il en dépend. Ils sont contents de prendre l'avion, d'aller faire une campagne, je sais pas moi, en Australie ou en Afrique du Sud, avec des photographes, il y a quelque chose d'enrichissant pour eux. Donc je pense qu'eux, ils n'ont pas envie de remplacer ces métiers.
Mais comment l'économique va arriver là-dedans, à la première crise, le banquier il va mettre son nez, il va dire bah voilà, vous pouvez supprimer vos équipes par deux, si vous voulez continuer à avoir des prêts, faut faire ça, faut liquider. Donc voilà, comment on va organiser la société demain pour qu'il y ait le moins de dégâts possible sur les métiers. Bah oui, et justement, j'aurais bien aimé qu'on puisse montrer au chat du coup le fameux compte Instagram dont vous parliez tout à l'heure, pour qu'on puisse, je me suis dit, on aurait peut-être pu l'avancer, en fait, le montrer à la caméra. Comme ça, on pourra rebondir là-dessus aussi. Parce que... Ouais, bah attendez, je pensais justement le montrer vraiment... Mon écran est tout hop. pété. Hop, comme ça. Du coup, je sais pas, non, je pense qu'on voit pas malheureusement. On voit un petit peu. Parce que du coup, oui, c'est... Ah oui, le nom, c'est vrai. Je sais pas si on voit bien. Oui, bah du coup, le nom, c'est, donc, comme vous avez dit, iDesign.png. Et donc là, on voit finalement assez bien ce que l'IA est capable de faire quand elle est dirigée. C'est assez bluffant en fait, c'est hyper beau. Mais aujourd'hui, moi je pense que le métier d'avenir, c'est vraiment directeur artistique parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui a des idées, qui est un peu touche à tout, qui a une pratique transversale, finalement, en maîtrisant, en ayant quelques concepts et tout ça, il va assez vite pouvoir générer des choses qui ont du sens. Et on voit aujourd'hui que en fait, les agences ou les clients, en fait, c'est des profils qui sont intéressants parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher de faire travailler une personne que d'en faire travailler 15. Quoi. Voilà. Donc c'est ça, mais derrière on voit tout ça en fait, ce que l'IA est capable de faire, qu'elle est très créative, qu'elle dépasse déjà probablement l'humain dans ce domaine. En fait, l'IA est en train de dépasser l'intelligence humaine dans quasiment tous les domaines et tous les espaces. Par exemple, en médecine, on pensait pendant longtemps que finalement l'IA allait être cantonnée à la lecture des imageries médicales, notamment dans la détection des cancers, des cellules, etc. Aujourd'hui, l'imagerie en fait, est donnée à l'IA et elle va trouver de façon beaucoup plus efficace les pathologies, les cancers, etc., que des médecins chevronnés qui en ont fait toute leur vie parce qu'ils ont nourri l'IA de tonnes d'images. Donc l'IA sait très bien faire ça. Mais en fait, on se rend compte qu'aussi l'IA elle est en train de dépasser les médecins, même dans le domaine humain, parce que en fait, le médecin il a un temps qui est limité, il va recevoir 15 patients par jour, il va devoir annoncer des maladies et au bout d'un quart d'heure, il va devoir changer de patient et le patient va se retrouver un petit peu tout seul. Et en fait, avec les IA conversationnelles, on se rend compte que en fait, le patient il va pouvoir demander 15 fois, 20 fois, 30 fois la même question du matin au soir pendant 15 jours pour apprendre sa maladie, et qu'en fait même dans le domaine de l'empathie, ce qu'on pensait précisément humain, en fait l'IA est plus efficace qu'un médecin. Donc aujourd'hui on voit que ça remplace en fait des métiers qui demandent des grandes études, qui sont un peu structurants pour la société, que ce soit médecin, architecte, avocats. Les avocats sont très challengés, les journalistes, les politiques, beaucoup de métiers en fait qui ont du sens, qui sont valorisants aussi, et pas seulement les automatisations ingrates en fait. Et c'est en ça que ça doit nous faire réfléchir parce que ça nous amène à repenser complètement en fait la structure des sociétés. C'est vrai que si on revient un peu aussi sur la création artistique, ça a repensé énormément de métiers très solitaires. Je ne sais pas si tu as eu cette perception, Naya, parce que tu parlais du fait que l'IA, tu l'utilisais comme aide et que parfois elle t'apportait des choses auxquelles tu n'y avais pas pensé. Mais moi, j'ai une sœur qui fait des études dans le scénario, et notamment les scénaristes et l'IA. On en a beaucoup parlé ces derniers temps justement avec les grèves aux États-Unis. Et c'était intéressant parce qu'elle n'utilise absolument pas l'IA, mais dans ses cursus, beaucoup de gens qui sont du coup plus jeunes, qui grandissent avec l'IA, etc., utilisent l'IA comme partenaire d'écriture, par exemple. Le métier d'écrivain, le métier de scénariste, qui parfois pouvait être très solitaire, ou c'était soit tout seul face à sa feuille, etc., sans demander à l'IA de rédiger, on pouvait demander à l'IA, par exemple, c'est quoi ton avis sur ça ? C'est quoi, tiens, cette scène... elle manque peut-être de punch, quel élément je pourrais ajouter, etc. Et on ne va pas écouter bêtement l'IA sans rien, mais des fois, ça donne un partenaire à des métiers de la création qui n'existaient pas avant. Et du coup, est-ce que, Naya, tu as eu cette perception d'obtenir un peu un partenaire de création en plus parce que tu utilises évidemment les IA de génération visuelle, mais est-ce que ça t'arrive, par exemple, d'utiliser les IA d'écriture pour, par exemple, tu lui pitches une idée de scène ou quoi, et tu lui dis, tiens,
je sais pas quoi faire avec ça, donne-moi des idées, ou alors sans forcément les prendre, mais avoir quelqu'un à qui échanger, quoi. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. J'étais pas méga satisfaite. J'ai pas été bluffée pour le coup. Peut-être parce que j'ai pas assez travaillé dessus comme en photo. Mais je trouvais les idées presque enfin, c'était comme les mettre dans une boîte et secouer et puis voir ce qui sort. Donc ça faisait pas un vrai truc mental où genre ouais là il se passe un truc vraiment nouveau ou intéressant. J'avais plus pour le storytelling, j'avais plus l'impression que ouais c'était des structures un peu bon déjà vues, etc. Donc ça allait faire une énième histoire de ce style. Et mais parce que peut-être que je l'ai pas assez travaillé, et quelqu'un qui passera beaucoup de temps, qui a cette formation de base, arrivera à faire ces pirouettes-là et à prendre que les petits trucs où il y a des basculements vraiment inattendus. Mais par contre, oui, ça m'a aidé à rédiger. Des fois, surtout sur l'écriture, on peut avoir des sortes de blocages où les idées, elles arrivent. Surtout que moi, je fais de l'image, donc au moment d'écrire, des fois, ça arrive un peu en bloc et j'ai peut-être avoir du mal à synthétiser. Et l'IA, elle aide énormément à ça et c'est vachement bien. Attends, par contre, j'ai pas le son là. Redis, ouais, c'est Ah, bon. zut. Est-ce que tu vas, moi, est-ce que tu m'entends? Ouais. Oui. Du coup, Martin, je vais répéter ta question, dis-moi. J'imagine qu'elle a utilisé ChatGPT, mais quelle version de ChatGPT? Ah oui, la question c'était, on imagine que tu as utilisé ChatGPT et la question c'était quelle version? Alors Alors moi, peut-être j'ai si tu sais, il y a utilisé combien de les temps tu l'as dernières. utilisé? Il y a pas très longtemps, j'ai utilisé les dernières versions payantes où j'ai ajouté, en plus, on peut rajouter des petits add-ons, enfin des petites options en plus qu'on peut mélanger. J'ai regardé quelle option correspondait à quoi. Bah, j'ai trouvé ça incroyable. Et puis surtout, quand tu lui dis, donc tu es un scénariste qui fait tel type de film. Ou moi, j'utilisais ça même en mode, tu es un psychologue spécialiste en TCC, propose-moi un déroulé pour ce type de problème. Et ça fonctionne. Ça marche. Pour avoir pas mal testé aussi le conversationnel avec ChatGPT, il y a des choses qui ont l'air très bien. Et je suis d'accord avec toi sur les idées. Par contre, là, pour le coup, moi j'ai utilisé ChatGPT 3.5. Apparemment, la version 4 est vachement améliorée. Mais quand on lui demandait des idées ou de lui raconter des blagues, globalement, c'est pas très intéressant. Par contre, si on veut un exposé sur, je sais pas, sur le Moyen-Orient au XVIIIe siècle, elle va donner une forme qui a l'air qui a l'air intéressante, qui a l'air très structurée. Par contre, là, pour le coup, le manque de factualité, on le sent. Et dès qu'on commence à toucher des domaines, on se rend compte qu'elle dit beaucoup d'erreurs. Parce qu'il faut savoir que l'IA n'est pas factuelle. Donc, elle n'utilise pas des données qui sont, on va dire, validées par la communauté humaine. Mais elle va ajouter des mots les uns après les autres qui vont être le plus probable avec l'idée que tu lui as soumise ou les mots les uns après les autres. Donc je vous invite à utiliser ChatGPT parce que c'est assez intéressant, mais dans des domaines que vous connaissez. Si par exemple, je sais pas, vous êtes passionné de littérature sud-américaine, vous lui demandez par exemple des auteurs que vous aimez bien, vous allez voir qu'elle va commencer à sortir des choses intéressantes. Si vous commencez à lui dire par exemple, dis-moi quel livre de cet auteur est le plus intéressant, là tu vas te rendre compte qu'elle va te sortir une dizaine de livres, et dans les 10, il y en a 5 qui ne sont pas de l'auteur en fait. Et quand tu vas après commencer à rentrer dans le détail, tu vas voir qu'elle fait des erreurs. Mais par contre, dans la structure du texte, ça imite vraiment le langage de la vérité. Mais par contre, c'est complètement faux. Il faut savoir que l'IA conversationnelle raconte beaucoup de conneries, d'erreurs. Elle fait beaucoup d'erreurs. Mais il y a des gens qui travaillent, notamment Facebook, travaillent sur une IA factuelle qui pourrait voir le jour d'ici 3-4 ans. Mais pour le moment, voilà, l'IA n'est pas factuelle. Mais sur certains domaines, elle peut être très utile, notamment dans la structure de texte, dans le ton. Si tu lui dis raconte-moi quelque chose avec le ton d'un professeur ou le ton d'un élève ou le ton, je sais pas, d'une personne qui vient de tel endroit, donc elle commence quand même aussi à comprendre les biais culturels. C'est assez bluffant la façon dont on voit où elle est capable d'articuler le texte. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur les idées. Et pour le moment, c'est pas. Mais ça évolue à une vitesse absolument hallucinante. Donc on n'est pas à l'abri de voir un ChatGPT 4.5 ou 5 qui va vraiment complètement changer la donne. C'est vrai que pour ce qui est des idées, Naya, tu disais que c'était beaucoup de choses attendues. Et c'était justement l'un des débats aux États-Unis vis-à-vis des scénaristes. C'était le fait que l'IA se base sur ce qui existe déjà. Et malheureusement, dans la création artistique, notamment dans le cinéma et surtout même dans le cinéma,
une grosse partie de ce qui existe déjà est jonchée de clichés, de préjugés, de personnages fonctions qui parfois peuvent être sexistes, peuvent être racistes, etc. Et on a vu dans les créations de scénarios de ces IA que elles ont du mal à se détacher de ça aussi, parce qu'elles utilisent... Oui, je voulais justement faire un petit point là-dessus parce que du coup, lors de notre préparation de ce sujet, on a pu interviewer une personne qui va réaliser bientôt une kermesse avec des enfants au sujet des IA. Et justement, il avait expliqué que lui-même en fait, avait fait des tests par rapport à ça. Et s'était rendu compte que par exemple, en demandant, je sais pas, à une IA, représente-moi une infirmière, ça va être en fait des trucs très très sexistes et des gros clichés qu'on retrouve notamment sur Google quand on tape tenue d'infirmière. Et ce qui ne représente évidemment pas du tout la réalité. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant en fait, d'avoir vraiment un avis là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, vous pourrez retrouver également son témoignage bientôt sur les réseaux sociaux, donc de Monavision. Mais c'est vrai que ça reflète exactement ce que tu dis, Brieux. C'est un réel problème, parce que du coup, les idées préconçues sont totalement intégrées dans justement les IA. C'est sûr. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Je sais qu'il ne nous Moi, reste j'ai eu plus ce beaucoup de problème, temps, donc on va bien... Olivier, on c'est appelle ouais. Ah oui, à ce qu'on disait vis-à-vis des préjugés, vis-à-vis de rester dans un carcan. Après, la société a énormément de biais aussi. Donc en fait, on peut faire ce reproche à l'IA, mais on peut aussi beaucoup la faire aux scénaristes, aux réalisateurs, au cinéma. C'est comme si on regarde le cinéma depuis 40 ou 50 ans, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de diversité non plus. Donc il faut ajuster l'IA comme il faut ajuster nos comportements. Et voilà. Je sais pas si... Naya, c'était quelque chose. et oui, moi, je disais, j'avais eu ce problème avec les corps générés au début. Par l'IA, il me proposait beaucoup de corps dans des normes plutôt mannequins, très minces et tout. Et du coup, je me suis dit, non, mais là, ça va pas. Donc, j'ai mis l'intention que je voulais des corps plus diversifiés, qui représentent plus la société, quoi, comme elle est. Mais il faut le mettre l'intention, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que ça dit, bon, en fait, moi, c'est ça que je veux représenter. C'est paf, paf, j'enlève j'enlève le cliché. Et c'est là qu'il y a une intention de représentation qui est intéressante. Chat, etc. Je voulais savoir s'il y en a parmi les utilisateurs qui ont fait des choses avec le hashtag Monavision dont on a parlé en début de live, tout simplement, de ce live-là. Donc si jamais c'est le cas, est-ce qu'ils vont s'afficher? Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on comprend que... Oui. Est-ce qu'on a le Twitter hashtag Monavision ou pas? Non, bon. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur le hashtag Monavision. Je suis désolé, malheureusement, on va devoir bientôt s'arrêter, donc on n'aura pas le temps de regarder les créations, mais on regardera. Et on repostera d'ailleurs, s'il y a eu des créations qui sont ressorties du lot, on les repostera sur les réseaux sociaux. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil au hashtag Monavision. Tu veux dire le mot de fin? Mot de la fin? Merci. Du coup, donc c'est vrai que là, le live va s'achever malheureusement. Donc déjà, merci aux intervenants. C'est très gentil d'être venus pour du coup ce live, que ce soit en distanciel ou en présentiel. C'est très gentil. Merci aussi donc à la documentation qui nous a aidé pour le texte, à la régie qui a été très pratique, surtout pour le quiz et pour tout le reste. Merci aux modérateurs qui nous ont transmis les questions du chat. Évidemment, on le répète, il y aura une rediffusion de certains moments du live et également du live en entier que vous pourrez retrouver sur nos plateformes. Donc on a LinkedIn, Instagram, Twitter et même un site. Donc on aura bientôt aussi un podcast à ce sujet. Et aussi merci donc à notre professeure Sabine Padelou qui nous a fait réaliser ce projet et qui nous a du coup permis de réaliser ce live sur sa chaîne Twitch. Et merci également à la Cité de la Science qui nous a offert en fait l'honneur d'être ici et qui nous a du coup donné tous ces instruments à disposition. Donc merci à tous. Merci à toi, Brieux, également. Merci à toi, Laura, et merci à vous tous. Merci à vous tous. Les personnes en présentiel, vous ne pouvez pas le voir, mais on a des personnes dans l'audience. Merci à vous sur le chat d'être venus nous écouter. N'hésitez pas à continuer à réagir, à continuer à suivre sur les réseaux. Comme l'a dit Laura, il y aura un suivi. On fera un résumé un peu de comment ça s'est passé. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Super, merci beaucoup. Au revoir. Oui, je vous rejoins. Merci beaucoup à toutes et à tous. De nouveau, un grand merci à la Cité des Sciences de nous avoir permis de faire ça aujourd'hui, ici. Merci au public d'être venu, public présentiel, public
en distanciel. Donc merci beaucoup à vous toutes et tous pour vos réactions, votre participation. Et également, de nouveau, merci aussi à la régie, les forges du web. Merci beaucoup d'avoir participé à la chose. Et vous retrouverez, comme le disait Laura et Brieux, le replay, donc que ce soit sur ma chaîne Twitch ou sur YouTube. Et on va faire un petit raid sur, si tu veux juste appuyer sur la touche entrée, j'ai commencé à préparer le raid. Et merci encore, une journée très riche où on a parlé de communication des institutions culturelles, entre autres. Donc, pour rappel, donc une journée organisée par les étudiants L3 Infocom de l'Institut catholique de Paris. Et un grand bravo à vous toutes et tous, c'était un super travail. Bravo, bravo. Merci. Et à bientôt tout le monde.